Yorkshire, dans les années 1970, respire la fatigue d'un monde ouvrier à bout de souffle. Les mines ferment, les usines licencient, les pubs sont pleins d'hommes silencieux. Dans ce brouillard industriel, la ville de Bradford devient le théâtre d'un cauchemar. Le 30 octobre 1975, Wilma McCann, 28 ans, est retrouvée morte près de Peter William Sutcliffe, est un chauffeur de poids lourd, marié, sans histoire apparente. Un homme banal, mais sous ce masque se cache une obsession religieuse et une haine viscérale des femmes, que l'il considère comme pécheresses. Son enfance explique une partie du monstre. Né en 1946, dans le silence du nord de l'Angleterre, un prédateur se construit. Et dans une société où la parole des femmes pèse peu, il pourra frapper encore et encore. Les victimes du tueur du Yorkshire ne sont pas de simples noms dans un dossier. Ce sont des femmes prises dans les mailles d'une société indifférente. Beaucoup vivaient seules, d'autres se prostituaient pour survivre. Toutes furent jugées avant d'être comprises. Entre 1975 et 1980, Sutcliffe assassine 13 femmes et en mutile au moins 7 autres. Emily Jackson, 42 ans, tuée derrière une usine. Jane MacDonald, 16 ans, étudiante. Josephine Whittaker, 19 ans, employée de bureau. Yvonne Pearson, Irene Richardson, Vera Millward. La liste s'allonge comme un chapelet de morts oubliées. Les médias se concentrent d'abord sur la vie immorale de certaines victimes. Le terme « tueur de prostituées » devient un titre vendeur. Ce biais sexiste oriente toutes les enquêtes. La police ne cherche le tueur que dans les quartiers de prostitution. Quand Sutcliffe s'en prend à des femmes respectables, la panique explose. Il tue désormais n'importe qui. La peur s'installe. Les rues de Leeds et Bradford se vident dès la nuit tombée. Les femmes marchent en groupe, les taxis refusent certaines zones. Le Yorkshire devient un territoire de silence où chaque pas résonne comme une menace. Et pourtant, le tueur vit parmi eux. Un mari modèle, un voisin discret, un visage banal derrière la terreur. Peter Sutcliffe se voit comme un soldat de Dieu. Selon lui, une voix divine lui aurait ordonné d'éliminer les femmes impures. Mais cette foi n'a rien de saint. C'est une distorsion pathologique née de frustration et de culpabilité inassouvies. Les psychiatres qu'ils ont examinés après son arrestation parleront de schizophrénie paranoïde à contenu religieux. Sutcliffe, en réalité, confond Dieu avec sa propre colère. Sa sexualité réprimée se transforme en violence rituelle. Le marteau devient une extension de sa foi, le couteau un instrument d'expiation. Chaque meurtre est préparé avec méthode. Il rôde dans sa voiture, repère les femmes seules, engage parfois la conversation, puis frappe sans avertissement. Après le crime, il reste souvent sur place comme fasciné par son œuvre. Plus tard, il dira « Je priais après chaque meurtre. J'étais certain d'avoir accompli la volonté divine. » Son épouse, Sonia, ignorait tout. Souvent hospitalisée pour des troubles mentaux, elle vivait isolée, dans un monde parallèle. Ce couple dysfonctionnel formait une bulle où le mensonge devenait routine. La dualité de Sutcliffe est frappante. Pieux, poli, travailleur, mais intérieurement, un volcan de haine. Il n'est pas un fou furieux, mais un homme méthodique, enfermé dans un délire moral où tuer devient purifié. Elle, enquête sur le tueur du Yorkshire, est aujourd'hui citée comme un exemple catastrophique de gestion policière. Plus de 250 000 interrogatoires, 11 000 suspects, 2 millions de fiches papier, mais aucune base de données centralisée. Les commissariats du nord de l'Angleterre travaillaient sans coordination réelle. Et le plus tragique, Peter Sutcliffe fut interrogé 9 fois avant d'être arrêté. À chaque fois, il présentait des explications simples, un visage calme, une voix douce. Les agents le laissaient repartir. Puis survint Wearside Jack, un imposteur qui envoya une lettre et une cassette audio prétendant être le tueur. Sa voix, à fort accent de Sunderland, convainquit la police. Ils concentrèrent toute leur énergie sur cette fausse piste. Pendant 2 ans, Sutcliffe continua à tuer librement. Cette erreur coûta la vie à au moins 3 femmes. Les policiers étaient prisonniers de leurs propres préjugés. Le tueur devait venir du nord-est, accent de la cassette. Il ne s'en prenait qu'aux prostituées.
Il ne pouvait pas être un homme marié et pieux. Ses biais cognitifs, nourris par la culture machiste et la bureaucratie, aveuglèrent des centaines d'enquêteurs. Pendant ce temps, le Yorkshire saignait. Le 2 janvier 1981, 2 agents arrêtent un conducteur suspect à Sheffield. Il s'agit de Peter Sutcliffe. Motif de l'arrestation, fausse plaque d'immatriculation. Mais lorsqu'ils fouillent sa voiture, ils trouvent un marteau et un couteau cachés derrière le siège. Dans les toilettes publiques proches, un autre couteau ensanglanté est découvert. Au commissariat, Sutcliffe avoue presque immédiatement. Sa voix est calme, son regard vide. « Je suis le tueur du Yorkshire », dit-il. « Dieu m'a choisi. » Durant les entretiens, il décrit chaque meurtre avec précision clinique. Les lieux, les positions des corps, les mots exacts de ses victimes. Aucune émotion. Les inspecteurs parlent d'un homme ni fou, ni normal, quelque chose entre les deux. En 1981, le procès s'ouvre à l'Old Bailey. Les débats portent sur sa santé mentale. La défense plaide la folie religieuse. Mais le juge tranche, responsabilité criminelle totale. Il est condamné à la prison à vie pour 13 meurtres et 7 tentatives. Sutcliffe est incarcéré à la prison de Parkhurst, puis transféré à Broadmoor, un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Pendant des décennies, il restera silencieux, refusant toute interview. En 2020, il meurt du Covid-19, seul dans sa cellule. Le cas Peter Sutcliffe n'est pas seulement celui d'un tueur, mais celui d'un système. Les rapports officiels publiés en 2006 révèlent un sexisme institutionnel massif. Les enquêteurs ont négligé les premières victimes parce qu'elles étaient pauvres, célibataires ou prostituées. Le chef de la police du West Yorkshire présenta des excuses publiques. « Nous avons échoué non seulement dans notre enquête, mais dans notre humanité. » Les familles, elles, continuent de vivre avec le vide. Certaines n'ont jamais reçu de reconnaissance officielle. Les survivantes souffrent encore de troubles post-traumatiques, souvent sans soutien psychologique à l'époque. Mais le plus inquiétant, c'est la fascination persistante du public. Sutcliffe est devenu une figure de l'horreur britannique, citée dans des films, des chansons, des documentaires. Une icône macabre d'un mal ordinaire. Aujourd'hui, le Yorkshire se souvient avec gêne. Les lampadaires des rues autrefois meurtrières ont été changés. Les bars ont rouvert. Mais sous la surface, une question demeure. Comment un homme aussi ordinaire a-t-il pu tuer si longtemps, sous les yeux de tous? Peut-être parce que la monstruosité n'a pas de visage exceptionnel. Elle s'abrite souvent derrière le sourire du voisin.